Alors, est-ce que vous connaissez un peu l'enseignement de Douglas Harding ou pas du tout? Levez la main, s'il vous plaît, si vous connaissez. À peine. À peine. Très bien, c'est super, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont découvrir cet enseignement que je trouve vraiment magnifique. Peut-être, oui, me présenter, c'est vrai. Tu m'as demandé de me présenter, peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc, je m'appelle José Leroy, j'habite Paris. Je suis professeur de philosophie à temps partiel, pour le reconnaître. Et le reste du temps, je m'occupe d'une maison d'édition parisienne qui s'appelle Almora, qui publie des livres de spiritualité sur l'Inde, notamment le Tibet, la Chine. Et puis, en plus de ces activités, donc, comme aujourd'hui, je fais des conférences un peu partout dans le monde francophone sur ce qu'on appelle, disons, la spiritualité, au sens large. Et surtout, ce qui m'intéresse, sont les liens entre la philosophie et la spiritualité. Puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est assez séparé. La philosophie, c'est quelque chose de très mental, très intellectuel. Et moi, j'aime bien que la philosophie soit quelque chose de vécu et d'expérimental. Voilà. Donc, je m'intéresse à ça. J'ai écrit pas mal de livres là-dessus. Et j'ai eu la chance, en 1993, de rencontrer un philosophe anglais qui était déjà âgé et il ressemblait vraiment à l'image qu'on se fait du sage. Il avait plus de 80 ans, il avait une barbe blanche et il était adorable comme le Père Noël en fait. Il ressemblait un peu au Père Noël en réalité, puisque je pensais ça parce qu'on est près de Noël. Et donc Douglas Harding, donc, qui était né en 1909, avait fait une découverte sur lui très importante quand il avait 33 ans, une découverte dont je vais vous parler et qui s'appelle dans les traditions spirituelles un éveil spirituel. Donc il avait fait cette découverte quand il avait donc la trentaine, et ensuite il a essayé de partager cette découverte avec ses contemporains. Et dans les années 60, il a commencé à trouver des outils. Donc ça lui a mis beaucoup de temps en fait, entre 45 et 60, il était un peu tout seul. Et donc à partir des années 60, il a commencé à mettre au point une pédagogie, une pratique toute simple. On pourrait l'appeler méditation, si vous voulez, parce que voilà, ça renvoie à quelque chose de connu, plus ou moins. Donc il a mis au point une pédagogie, une sorte de méditation qui est très efficace, qui lui a permis de partager avec ses contemporains cet enseignement d'éveil spirituel. Il a écrit beaucoup de livres, traduits dans toutes les langues du monde, Japon, chinois, toutes les langues européennes, russes. Et moi, quand j'ai rencontré en 93, donc il venait faire une conférence à Paris avec sa femme qui s'appelait Catherine Harding, qui est morte en septembre de l'année dernière. Et il était quasiment jamais chez lui à Acton en Angleterre. Il était vraiment, alors qu'il avait 84 ans, 85 ans, il parcourait le monde entier. Il était en Israël, il était au Canada, il était en Angleterre, il était aux États-Unis, au Brésil, partout. C'était incroyable. Il avait une énergie, une volonté, un désir de partager cet enseignement. Voilà. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de parler de cette voie que je trouve, moi, extraordinaire, qui a changé ma vie, en fait. Quand j'ai rencontré Douglas Harding, donc, j'ai trouvé son enseignement très simple, très simple, et très puissant, Voilà. Alors, pour présenter son enseignement, j'ai envie de partir d'un thème, en fait, parce qu'on peut présenter ça de différentes façons. Je voudrais partir d'un thème qui, pour moi, me touche beaucoup, c'est le thème du retour à soi, du retour à la maison. Du retour à soi, du retour à la maison. J'ai écrit un livre là-dessus l'année dernière qui s'appelle « Retour à soi, retour au soi ». Et en fait, c'est un thème qui m'a porté toute ma vie. En fait. Ce sentiment que je n'étais pas chez moi, en fait. Que je me sentais finalement, que quelque chose me manquait, que je me sentais en exil. Je me sentais en exil. Alors pendant très longtemps, c'était un sentiment un peu vague, un sentiment, on va dire, un peu de mal-être. Un sentiment qui m'a poussé à chercher quelque chose. Je ne savais pas très bien quoi au début, donc j'ai fait des études de sciences, après des études de philo. C'était un peu une errance plus qu'une recherche, à dire vrai. Et puis peu à peu, j'ai commencé à m'apercevoir que
il y avait des gens qui parlaient aussi de ce retour à soi et qui traçaient des routes vers la maison et peut-être vers ma maison en fait. Donc ce thème de l'exil et du retour à soi me touche énormément et j'espère que, enfin je vais essayer de faire en sorte que ça vous touche aussi. En fait, je vais commencer par une petite histoire. Une petite histoire que j'ai découvert un jour en lisant un mystique soufi, c'est-à-dire de la tradition musulmane, qui s'appelle Rumi. Peut-être certains le connaissent parmi vous, Rumi. Voilà, c'est un poète extraordinaire. Il vivait au XIIIe siècle, dans l'actuel Iran, Turquie-Iran, et dans son grand livre qui s'appelle le Matnawi, qui est un ouvrage gigantesque, il y a cette histoire que j'ai trouvée d'ailleurs depuis ailleurs. J'ai trouvé dans le bouddhisme, j'ai trouvé dans l'hindouisme. Donc j'ai l'impression que ça appartient au fond commun de l'humanité, en fait. C'est une sorte de sagesse universelle. Cette histoire, d'ailleurs peut-être vous la connaissez, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui vit à Bagdad et qui jadis a été riche. Sa famille a été très riche. Mais là maintenant, il est très pauvre. Il y a eu des revers de fortune et il vit dans une... c'est même pas une maison, c'est une sorte de masure, vraiment une maison en ruine. Une maison en ruine. Il n'a pas d'argent, il a des habits vraiment des hardes, il est pauvre et tous les jours il doit mendier son pain, donc vraiment sa vie est dure, hein, dure. Il est très pauvre. Et une nuit, dans sa maison vraiment toute délabrée, il n'a même pas de lit, il couche par terre, vous vous rendez compte? Il fait un rêve. Il rêve d'une ville qui s'appelle le Caire, où il n'est jamais allé. Et dans cette ville, il visualise une rue où il n'est jamais allé. Et dans cette rue, il voit, mais très clairement dans son rêve, une maison avec des volets bleus. Il se voit entrer dans la maison, il se voit descendre dans la cave, il se voit creuser dans la cave et il se voit trouver un trésor. Un trésor mais vraiment à côté duquel tous les trésors des rois ne sont que paille et poussière. Un trésor incroyable. Un trésor qui ferait de lui l'homme le plus riche du monde. Et donc ça le réveille pendant la nuit. Il se dit, mais c'est pas un rêve, c'est un songe que m'envoient les dieux, que m'envoie le Dieu, que m'envoie le Dieu. Il faut absolument que j'aille là-bas. Et donc il entreprend le voyage de Bagdad au Caire, qui est très loin. En plus, lui, il n'a pas d'argent, donc il est obligé d'aller à pied. Il fait ce long voyage qui lui prend des semaines et des mois. Il arrive à moitié mort là-bas au Caire. Il réussit à trouver la rue, hein, après des journées de recherche. Mais la rue existe, il la reconnaît. Il avance dans la rue, il retrouve la maison, il la reconnaît. C'est la même maison de son rêve. Et il attend que le soir vienne. C'est une maison abandonnée aussi. Et le soir, la nuit, il va creuser. Il creuse dans la cave. Il creuse, plein d'espoir. Mais il ne trouve rien. Il trouve rien du tout. Sauf peut-être un bout de verre qu'il a pris pour une émeraude, mais c'était du verre. Donc il creuse encore, il creuse tous les jours. Il est quasi mort de faim, épuisé, il ne trouve rien. Il est désespéré, donc en fait, il comprend qu'il s'est trompé. C'était juste un rêve, quoi. Et pendant qu'il creuse comme ça encore, il y a la police qui passe. Et la police avec un officier qui le prend pour un voleur. Donc il l'attrape, l'officier commence à lui taper dessus. Hein, ils ne vont pas par quatre chemins, il le tape sur le crâne et tout. Et donc notre personnage s'explique, non, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un voleur. Et il explique son rêve à l'officier pour éviter d'être tapé. Il explique son rêve, voilà, j'ai rêvé qu'il y avait une maison là et qu'il y avait un trésor. Et l'officier, quand il entend ça, se met à rire. Mais quel crétin! Mais vraiment, tu crois que dans cette maison abandonnée, il y a un trésor? C'est ridicule de croire ces rêves. C'est comme si moi, je croyais le rêve que j'ai fait la nuit dernière, un rêve dans lequel je voyais une maison à Bagdad, et j'allais dans la cave et je trouvais un trésor. Et il décrit la maison du type. Exactement. Il décrit la porte d'entrée, la couleur des volets, le jardin devant. Donc notre personnage, il reconnaît sa maison. Et là, il se dit, mais c'est pas possible. En fait, c'est ça, le trésor, il est chez moi. Donc il repart, il embrasse l'officier qui ne comprend rien, il repart dans le sens, et après des semaines de marche, presque de course, tellement il est pressé d'arriver, il va dans sa cave et il trouve le trésor. Le trésor qui était celui de sa famille, enterré depuis des siècles. Et il devient l'homme le plus riche, non seulement de la ville, mais de tout le pays. Voilà. Et donc cette histoire, quand j'ai découverte, elle m'a touché parce que c'est un peu notre histoire à nous. C'est-à-dire que nous allons à l'extérieur, nous allons au loin chercher des trésors. En tout cas, on espère trouver des trésors. Alors, ce n'est pas forcément des trésors d'argent. Bon, peut-être qu'on peut penser qu'avec l'argent, on sera heureux, mais enfin, on évite quand même. On comprend que ce n'est pas le cas. Non, on va à l'extérieur chercher des trésors, je ne sais pas, d'amour, de paix, de liberté, de joie. On va parfois très, très loin.
Et en fait, on ne trouve pas loin ce trésor, parce qu'il est ici, il est en nous. C'est ce que nous apprend, c'est ce que nous apprend cette histoire. Et Douglas Harding m'avait fait écouter une chanson des années 70. Vous pouvez la trouver sur YouTube. C'est une chanson d'une chanteuse américaine qui s'appelait Charlene. Et la chanson raconte l'histoire d'une femme qui dit qu'elle est partout dans le monde, elle est dans les plus beaux endroits, Monte-Carlo, elle est allée en Grèce, elle est allée sur les bateaux des rois, etc. Elle dit, je suis allée au paradis, I've been to paradise, je suis allée au paradis, mais je ne suis jamais allée à moi. I've never been to me. Je suis allée au paradis, je ne suis jamais allée à moi. Donc je trouve que c'est la même nostalgie, finalement, même sentiment que nous sommes loin de nos bases. Nous avons été au loin chercher le paradis, chercher tous ces trésors, et nous avons oublié notre centre. Nous avons oublié qui nous étions vraiment, vraiment. Et ça, c'est présent dans toutes les traditions. Toutes les traditions. Dans notre tradition, enfin, je dis notre parce qu'on est en France. Donc, enfin, dans le christianisme, par exemple, c'est la fameuse parabole du fils prodigue qui quitte son père et qui revient auprès de son père après plein de déboires. C'est l'histoire d'Ulysse. Ulysse qui, après 10 ans de guerre de Troie, met 10 ans à revenir à Ithaque pour retrouver Pénélope. C'est un long trajet. Il n'arrive pas à revenir, il y a plein d'aventures. Et ces aventures, en fait, Ulysse, c'est nous, en fait. C'est nous qui sommes partis en guerre dans le monde, c'est nous qui avons connu toutes ces aventures. Et nous avons du mal à revenir à Ithaque. Il désespère, Ulysse, par moments. Il passe 7 ans prisonnier de Calypso. 7 ans prisonnier de Calypso. Calypso est une femme très belle. Calypso, ça veut dire celle qui cache. Elle cache Ulysse. Il y a des choses qui nous cachent notre centre. Vous voyez. Calypso, il a passé 1 an chez Circé. Il y a plein d'histoires comme ça qui tirent Ulysse, qui l'empêchent de revenir à la maison. Il y en a une que j'adore, c'est à un moment donné, peu après avoir quitté Troie, lui et ses camarades, enfin son bateau, et c'est pas ses camarades, c'est ses soldats peut-être, ils arrivent sur une île où il y a des mangeurs de lotos, les lotophages. Et le lotos, c'est un fruit, une sorte de datte, et quand on la mange, on oublie tout. Mais c'est très très bon, donc on a envie d'en manger en fait. Et donc quand ils accostent cette île magnifique quelque part dans les Cyclades, donc quelques soldats d'Ulysse quittent le bateau, ils vont rencontrer ces lotophages qui sont hyper gentils, ils sont très doux, vraiment sont des gens adorables, mais les soldats mangent du lotos, ils n'ont plus du tout envie de revenir. Et quand Ulysse comprend ça, il dit mais si jamais on mange du lotos, si je mange du lotos, j'oublierai ma patrie. Définitivement, je ne reviendrai jamais à Ithaque. Et donc vite, ils vont chercher les soldats qui ne veulent pas partir et ils les amènent à bord du bateau et ils filent à toute vitesse pour ne pas manger de lotos. Et je me dis qu'on a mangé du lotos, nous. Ouais. On a mangé du lotos. On a mangé des choses qui nous ont fait oublier notre patrie, en fait. Ce lotos, c'est toutes les drogues qui nous privent de notre attention à nous-mêmes. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être le désir de reconnaissance, ou la drogue elle-même, ça peut arriver malheureusement. Mais... Donc c'est intéressant, Ulysse. C'est notre histoire, quoi. Nous sommes partis très loin et nous cherchons à revenir. Ouais. Finalement, il arrive à revenir, Ulysse. Il arrive à revenir. Bon. Et donc, ce dont je voudrais vous parler là aujourd'hui, c'est ça, c'est de ce chemin du retour. Chemin du retour. On est parti, on est revenu. Ce voyage était intéressant d'ailleurs, hein. Je veux dire, ça valait le coup, quoi. Ulysse, il a fait une belle aventure, et nous tous, nous avons fait une belle aventure. Nous avons connu des tas d'histoires, connu des hauts et des bas, hein, comme toute vie. Mais je crois qu'au fond de nous, il y a une profonde nostalgie. Sinon, vous ne seriez pas là, en fait. Vous seriez devant la télé ou ailleurs. Donc, nostalgie. Vous savez ce que ça veut dire, nostalgie ? C'est un mot qui date pas très ancien, en fait. Ça date du XVIIe. Ça veut dire, nostos, c'est du grec, c'est le retour. Algos, c'est la douleur. Donc, c'est la douleur du retour. C'est la douleur d'être loin de chez soi. C'est la douleur de se sentir en exil. Et c'est un mot qui a été formé, je crois, au XVIIe, parce qu'au XVIIe siècle, dans l'armée de Louis XIV, il y avait des gardes suisses, donc qui combattaient, c'était des mercenaires. Et quand ils entendaient, alors qu'ils étaient, par exemple, dans les Pays-Bas en train de combattre Charles Quint, quand ils entendaient un air de leur alpage,
une chanson de leur maison, eh bien, ils laissaient tomber leurs armes et ils rentraient vite au pays. Au point qu'on avait interdit aux Suisses de chanter l'air du pays, ou de simplement siffler l'air du pays. Hein. C'était trop fort, ils abandonnaient tout et ils rentraient au pays. Donc je crois que, voilà, il y a des chants, on peut entendre des chants, des flûtes qui nous appellent en fait au pays. Et alors est-ce que nous aurons assez d'oreilles pour entendre ces chants? En tout cas, voilà, quand j'ai rencontré Douglas, j'ai senti très fort le chant des alpages. J'ai senti vraiment, ça m'appelait vers ma maison, vers mon pays. Évidemment, cette maison, c'est pas une maison, c'est pas un pays géographique. Hein. Sinon, moi, je suis de Quimper. C'était pas nostalgie vers Quimper, bien que j'adore y aller. On en parlait avec Bernard tout à l'heure. Non, c'est pas la nostalgie d'une maison ni d'un pays localisable. C'est la nostalgie de notre véritable nature, de notre être intérieur, de notre véritable identité, je crois. Et cette nostalgie, elle est précieuse en fait, elle est précieuse. Ouais. Comment elle se manifeste cette nostalgie? Elle se manifeste par un certain mal-être en fait, comme s'il nous manquait quelque chose, comme si on ne se sentait pas complet. Ouais. On ne se sent pas complet. Moi j'ai commencé à sentir cette nostalgie à l'adolescence en fait. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais tout pour être heureux, mais quelque chose me manquait. Et donc, je me suis commencé à chercher vers 17 ans, 18 ans. Et je suis professeur de philosophie, donc j'ai des élèves de terminale, et je vois que certains élèves ont cette nostalgie. Je les vois qui sont en quête, en fait, mais sans savoir exactement de quoi. Parce qu'on ne nous dit pas, enfin, la culture ne nous renseigne pas sur ce centre intérieur. On n'en parle pas dans la culture. Moi, j'ai dû faire un long détour vers l'Inde, en fait, pour en entendre parler, en fait. Vraiment. J'y suis allé, et avant cela, j'ai lu des textes de l'Inde. Et c'est là que j'ai vraiment entendu parler pour la première fois de cette maison, de ce centre intérieur. Ça a été formidable quand j'ai entendu parler de ça. Je me suis dit, mais oui, donc ma quête n'est pas vaine. J'avais raison de me sentir nostalgique. Ça avait du sens. C'est un peu comme si il manquait une pièce au pulse de ma vie, quoi. Il manque une pièce, mais tout le monde vous dit, non, il ne te manque rien, tu as tout. Mais non, j'ai l'impression qu'il me manque une pièce. J'ai l'impression que je ne suis pas complet. Donc la nostalgie, c'est le désir de complétude. Désir de complétude. C'est désir, on pourrait dire le désir d'infini, en fait, d'infini. Alors bien sûr, on essaie de satisfaire ce désir parce qu'offre le monde, quoi, parce que la société nous procure. Donc on achète des trucs, une voiture, deux voitures, une maison, deux maisons peut-être. On essaie d'avoir une reconnaissance sociale pour se sentir complet. Un diplôme, deux diplômes, trois diplômes, un autre diplôme, encore un diplôme. Mais en fait, non, ça n'a aucun objet du monde, aucune reconnaissance du monde ne peut satisfaire ce désir, ne peut satisfaire cette nostalgie. Seul l'infini peut satisfaire un désir d'infini. Donc voilà, j'ai l'impression que notre vie, c'est ça, c'est un départ, on s'éloigne, on va dans le monde, là on fait grandir notre ego, et c'est très bien, c'est le chemin de la vie. Puis à un moment donné, on sent un appel et on commence à revenir. On commence à revenir. Alors, voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'une voie spirituelle? C'est une voie de retour vers le centre. Oui. Les grandes philosophies sont aussi des voies de retour. Les philosophies de Platon, les philosophies de Plotin, les philosophies de Spinoza, peut-être ces noms vous disent quelque chose. Ces grandes philosophies d'Occident comme d'Orient sont des voies de retour. Le christianisme est une voie de retour. La maison, d'ailleurs Jésus appelle ça la maison du Père. Il appelle ça le royaume, la maison, le royaume. Et donc le christianisme est une manière de rentrer à la maison. Et en Orient, plein de voies aussi. Plein de voies. La voie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de voies que d'individus, en fait, puisqu'on ne part pas du même point. Donc chaque individu a sa voie, en fait. Chaque individu fera son chemin vers la maison. Et donc, heureuses les femmes qui entendent cet appel de la maison, heureux les hommes qui entendent cet appel de la maison. Je trouve que cette nostalgie, c'est ce qu'on a de plus précieux, en fait. Et parce qu'on peut finir par se perdre en exil. Hein. On part loin en exil, on ne sait même plus qu'on est en exil, et on est content d'être en exil. Ouais. Ça, c'est terrible pour moi. C'est terrible.
parce que être content d'être en exil, c'est vraiment être content d'être loin de chez soi et de ses bases. Oui. Donc ce départ, un retour. Voilà. Alors, le retour, il peut se faire de 1000 façons, comme je l'ai dit. Ça peut passer par le corps. Ici, Jocelyne est professeure de Qigong. Voilà, par le travail sur les énergies, le travail sur le corps, c'est un excellent moyen pour revenir au centre. Le yoga, la méditation aussi. Il y a des voies de retour plus intellectuelles, qui passent par la discrimination intellectuelle. Il y a des voies de retour même qui passent par la dévotion, on suit le cœur en fait. Et le cœur nous ramène au centre, le cœur nous ramène à la maison. Il y a des voies, en gros on peut distinguer les voies de retour en deux types de voies. Les voies directes, rapides, et les voies progressives, un peu plus lentes. Et la voie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une voie rapide. On ne peut pas faire plus rapide. C'est peut-être pour les gens qui ont vraiment envie d'être vite à la maison, quoi. Vous savez, quand vous êtes parti très longtemps dans un pays étranger, c'était bien le pays étranger, c'était chouette de voir d'autres personnes, d'autres visages, d'autres coutumes, d'autres cultures, d'autres bâtiments, d'autres paysages, puis au bout d'un moment, vous avez envie de rentrer, quoi. Et puis vite, voilà. Moi, je veux rentrer à la maison. Donc peut-être c'est une voie pour ceux qui veulent rentrer vite. Voilà. Ça vous parle, cette nostalgie? Oui, cette nostalgie? Ce sentiment d'avoir un manque, en fait, c'est ça, hein, c'est une façon d'exprimer, le sentiment d'avoir un manque. Alors, ça veut aussi dire, s'il y a eu un départ, un retour, ça veut aussi dire qu'à un certain moment, on était au centre, oui, puisqu'on est parti. Oui. Il y a eu un moment dans notre vie où on était bien centré, on était dans notre présence, dans notre être. Et ce moment, c'est l'enfance. C'est l'enfance. Alors, je sais bien qu'il peut y avoir des enfants qui ont des vies difficiles, donc peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont eu des enfants difficiles, donc ça peut arriver. Mais globalement, quand même, si tout se passe bien, hein, les enfants, les petits-enfants, petits garçons, petites filles, vivent dans cet état naturel, en fait, dans cet état spontané. Et peut-être que le retour à la maison, c'est un retour à l'enfance, en fait. Retour à l'enfance. Ah, évidemment, il ne s'agit pas de redevenir infantile, hein, bien sûr. Ça va arriver peut-être, mais ce n'est pas un objectif. Ce retour à l'enfance, c'est un retour à l'esprit d'enfance, qui est toujours là, en fait. Toujours là. L'esprit d'enfance, c'est un esprit d'ouverture, un esprit de spontanéité, un esprit de joie, un esprit de gaieté, un esprit d'étonnement aussi, d'étonnement. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je me souviens que, donc, à Quimper, chez ma grand-mère, qui avait une ferme, quand j'étais petit, quand j'avais 3 ans, 4 ans, j'étais au paradis, quoi. Vraiment, alors là, mais j'étais les champs, j'étais le foin, j'étais le chien, Bouboule, il s'appelait. J'étais le chat, qui s'appelait le chat. J'étais la pluie, qui arrivait souvent. J'étais vraiment uni avec le monde, en fait. J'étais, sans que j'en avais pas conscience, en fait. Juste, c'était le paradis. Et j'ai quelques souvenirs de moments plus intenses que d'autres. Alors moi, je me souviens à un moment donné, j'étais petit, peut-être 4 ans, il faisait beau, c'était l'été, je m'allonge dans l'herbe, dans le foin coupé, et puis il y a mon chien qui se met à côté de moi, je le sens encore me toucher les mains avec sa langue, comme ça, il me lèche les mains, et là je deviens le ciel, en fait. Je deviens le ciel. Voilà, donc ce sont des sentiments très forts, comme ça, d'ouverture totale au monde, en fait. Et puis à un moment donné, dans ma vie en tout cas, je ne sais pas dans la vôtre, mais je me suis senti, alors on me disait que je grandissais, mais moi je sentais que je rapetissais en fait. Je sentais que je me recroquevillais, que ma vie devenait plus compliquée, plus limitée, que je me chosifiais, que quelque chose se refermait en fait. Vous voyez. Et en particulier le jour où je suis entré au collège, j'ai trouvé le collège immense, et moi je me suis senti tout petit, avec des gens qui me regardaient. Surtout une espèce dont je n'avais pas remarqué l'existence, les filles. Je n'avais pas remarqué en fait qu'il y avait vraiment des filles auparavant. Et là, j'ai commencé à me sentir, voilà, ça comptait, quoi. En fait, ce qui se passait, je vais vous dire, c'est que maintenant, je commençais à me regarder de l'extérieur. Je commençais à me regarder à partir des yeux des autres. Je me sentais regardé, je me sentais observé. J'étais plus, si vous voulez, au centre de moi-même. Je me voyais de l'extérieur. J'étais décentré. Et là, l'exil a commencé, en fait. Voilà. Et donc, c'est comme si
comme si je me prenais pour José, quoi. Je me suis pris, à un moment donné, je me suis pris pour José. Oui. Je me suis enfermé dans ce que vous voyez là. Oui. Alors j'étais plus jeune, il n'y avait pas de cheveux blancs, mais enfin, voilà, c'était un corps comme ça. Je me suis enfermé dedans. Oui. Je me suis senti limité. Donc on me disait que je grandissais, mais non, je me sentais petit. Voilà. Et puis, donc forcément, quand on se vit comme un individu coupé du monde, on sent un manque. On est une chose parmi les autres choses. On n'est pas. José, vous voyez, il n'est pas plein du monde. Il est petit, il est limité. Vous aussi, vous êtes petit, regardez. Vous mesurez 5 cm vu d'ici. Regardez combien mesure José. Regardez, faites pareil. José ou Jocelyne, regardez. Voilà, c'est pas grand, hein. Et la tête, c'est encore plus petit. Vous voyez, ça fait 1 cm, comme une petite cerise. Donc, c'est vrai que si on se voit de l'extérieur, on s'enferme dans quelque chose de très petit. Donc, je crois que notre exil, ça consistait à se voir depuis l'extérieur et à s'identifier à ce que les autres voient de nous. Et aussi à ce qu'on voit de soi dans le miroir, en fait. C'est-à-dire que si je me vois à partir du miroir, par exemple, si je me vois à partir de l'écran de la caméra, là, eh bien, c'est comme si je me voyais depuis là-bas, non? Depuis 1 mètre. Donc, je suis décentré. Je suis plus au centre. J'ai quitté Ithaque, comme Ulysse, si vous voulez. Je suis parti à l'extérieur. Et puis voilà, puis en fait, la plupart du temps, on vit à partir de l'extérieur, on vit à partir du regard des autres. C'est ça que j'appelle être en exil. Et au début, c'est chouette, je veux dire, c'est intéressant voilà, on s'identifie à son corps. Au début, le corps est jeune, donc ça va, quoi. Il est beau et jeune, bon, ça va bien. Et donc c'est intéressant aussi de s'identifier à son corps. Mais au bout d'un moment, on sent bien qu'on a oublié quelque chose, que ce n'est pas toute notre histoire, quand même, ce n'est pas toute notre identité. Vous voyez, vous limitez pas à ce que je vois de vous. Vous ne mesurez pas 5 cm. Voilà. Donc, le retour au centre, c'est le retour à sa véritable identité, véritable nature. Oui. Ce serait se voir tel qu'on est au centre, et non plus se voir à travers les yeux des autres. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose, oui? Enfin bref, quand j'ai rencontré Douglas, j'ai fait un retour rapide au centre. Et ce qu'on découvre au centre, ce que j'espère que vous allez découvrir au centre ce soir, c'est très très différent de ce qu'on s'imagine être. C'est très très différent. Au centre, vous n'êtes pas du tout ce que vous paraissez être. Au centre, vous n'êtes pas du tout ce que vous paraissez être. J'insiste sur cette phrase, parce que pour moi c'est la clé. Nous ne sommes pas au centre ce que nous paraissons être. Et donc, cette voie spirituelle va nous permettre de distinguer entre ce que nous sommes et ce que nous paraissons être. Ça va pour l'instant? Ouais. Ouais. C'est bien la patience, parce que justement, l'impatience, c'est ce qui nous pousse à aller au centre, à venir ici au centre. Alors, qu'est-ce qui nous a fait partir à l'extérieur? Plein de choses, mais essentiellement la distraction. Nous sommes devenus distraits. Notre attention est partie vers l'extérieur. Et en particulier, notre attention est partie vers le miroir, qui nous a vraiment beaucoup intéressés. Notre image dans le miroir, en fait. Vous savez qu'un petit enfant ne se reconnaît pas dans le miroir. Vous savez, c'est un enfant d'1 an, 2 ans, ne se reconnaît pas dans le miroir. Ce n'est qu'à partir d'un certain moment que cette image dans le miroir devient importante. Donc notre attention est partie vers l'extérieur. Voilà. Notre attention est comme une flèche qui s'est tournée vers l'extérieur et on a négligé la source, en fait, le centre. Donc toute notre pratique va consister à ramener notre attention au centre. Toute notre pratique va consister à ramener notre attention au centre pour prendre conscience de ce qui est au centre. Voilà. Donc on pourrait dire que la voie de retour, c'est une voie de retournement de l'attention. En fait, c'est assez simple, voie de retournement de l'attention. Voilà. Une
sorte de volte-face. Et d'ailleurs, dans les voies spirituelles, à un moment donné ou à un autre, vous tombez toujours sur cette consigne. Retournez votre attention ou rentrez en vous-même, ou prenez conscience de votre être intérieur. Donc il y a toujours cette consigne en fait. Donc je peux même affirmer ici que la clé des voies spirituelles, quelle qu'elle soit, c'est ce retournement de l'attention. Donc vous voyez, c'est assez simple en fait. Il n'y a pas besoin de... il n'y a pas besoin d'être cultivé du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Pas besoin d'être doué en quoi que ce soit. Pas besoin d'avoir fait du yoga. Pas besoin d'avoir appris le sanskrit ou le tibétain. Pas besoin d'être allé en Inde. C'est quelque chose de très très simple, ce retournement de l'attention. C'est une sorte de geste intérieur. On pourrait dire ça, un geste intérieur. Un geste intérieur qui nous permet de rentrer à la maison. Mais si on ne connaît pas ce geste intérieur, on peut passer sa vie à chercher la voie de retour. Moi, je suis sûr que si je n'avais pas rencontré Douglas Harding et un peu avant, si je n'étais pas tombé sur quelques textes hindous, je n'aurais pas trouvé le chemin de retour. Ils m'ont mis sur la piste, vraiment, c'était essentiel. Alors, il y a des gens qui trouvent le chemin de retour d'eux-mêmes, spontanément. Ça arrive. Des gens qui ont beaucoup de chance, en fait. J'en ai rencontré un à Paris, il y a quelques années, qui s'appelait Stéphane Jourdain, et il avait trouvé le chemin de retour à 16 ans, tout seul. Donc, à sa plus grande surprise. Mais la plupart du temps, une indication est nécessaire, quoi. Une clé, en fait, une clé. Voilà, une clé qui va ouvrir la porte de notre maison. Moi, j'ai eu besoin de clés, en tout cas. J'ai eu besoin de clés. Alors, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que, en fait, cette maison-là dont je parle, nous en avons parfois l'expérience dans la vie courante. C'est pas quelque chose d'inconnu, en fait. Notre vraie maison, notre véritable demeure, en fait. On en a parfois l'expérience. J'ai dit qu'on en avait eu l'expérience enfant, mais parfois ça peut arriver dans la vie quotidienne. Par exemple, si vous êtes en vacances, devant un magnifique paysage, mettons la Corse par exemple, le golfe de Porto, c'est un magnifique endroit. Eh bien, vous arrivez devant c'est des falaises comme ça de la montagne, des falaises rouges, avec le maquis vert, qui tombe dans la mer bleue et le soleil embrase, si vous voulez, ces falaises rouges, ça devient orange, c'est incroyable. Donc vous êtes face à ça et vous dites « Oh, c'est magnifique !» Et vous vous sentez élargi devant ce paysage. Et là, parfois on peut faire l'expérience d'un bonheur profond, d'une joie profonde, d'un élargissement de son être. Et donc on pense que en fait, ce qui est la cause de cette expérience, c'est le paysage. Mais en fait, non, ce qu'on a expérimenté là, c'est notre vraie nature, en fait, qui soudainement s'est révélée. Parce qu'on n'avait pas de soucis, parce que c'était les vacances, parce qu'on ne pense plus au travail, parce qu'on est dans un état d'esprit ouvert, vous voyez. En plus, vacances, ça veut dire vide. Hein. On va beaucoup parler du vide ce soir. La vacance, c'est l'ouverture. En vacances, on est parfois vide, parfois ouvert. Parce que la plupart du temps, on n'est pas vide, on est rempli de préoccupations, en fait. Donc là, pendant les vacances, parfois, on fait cette ouverture. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez expérimenté parfois. Oui, hein. C'est pour ça que les gens aiment aller en vacances, faire des stages dans le désert. Parce que devant ce paysage incroyablement beau, ou vaste, vous vous sentez vaste aussi. Ou en montagne. Comme ça, vous arrivez au sommet d'une montagne, vous voyez le ciel qui s'offre à vous, et là, vous connectez quelque chose de votre vraie nature, de sa spaciosité. C'est pourquoi le retour à la maison, en fait, c'est plus ça peut être une découverte, mais c'est plutôt une reconnaissance, en fait. Reconnaissance de quelque chose qu'on a déjà goûté, en fait. Alors, c'est une expérience qu'on peut faire aussi, je trouve, dans la contemplation esthétique, dans l'art. Vous écoutez une belle musique, par exemple. La musique que vous préférez, vous écoutez une belle musique. Et puis, soudainement, vous fermez les yeux, par exemple, puis c'est comme si vous disparaissiez. Il n'y a plus que la musique et le silence. Et là, vous sentez bien, vous sentez vaste, ouvert. Ça, c'est l'expérience de votre vraie nature aussi. Et puis, aussi, il y a un domaine où on fait souvent cette expérience, c'est dans l'amour, en fait.
Parce que dans l'amour, on s'ouvre, dans l'amour, en quelque sorte, on cède la place à l'autre et il peut y avoir comme ça une découverte de cette présence. Un des noms de cette maison, c'est Amour. Vous pouvez marquer dessus Amour, en fait. Parce que c'est une maison ouverte, une maison accueillante, en fait. Vous voyez. Donc voilà, il y a des moments dans notre vie où on a pu rencontrer cette présence, mais c'est juste un moment, en fait, souvent. Vous voyez. C'est comme des éclaircies. Comme si un voile s'ouvrait. Vous êtes au théâtre, par exemple, le voile s'ouvre, vous voyez l'autre côté de la scène, et puis ça se referme. Vous voyez. Donc voilà, c'est ces moments qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors, il y a d'autres méthodes aussi qui permettent de vivre ça, c'est la drogue aussi. Alors la drogue, pas toutes les drogues, mais les drogues psychédéliques en fait. Certains champignons, le LSD, la mescaline, l'ayahuasca, qui sont des racines. Justement, là, on faisait un colloque à Bruxelles et il y avait un spécialiste des peuples racines, des peuples premiers, donc Romuald Le Terrier, qui racontait ses expériences d'ayahuasca. Il disait qu'il en a pris des centaines de fois, donc c'est une drogue très puissante et qui ouvre aussi l'esprit. Tu veux bien chercher la drogue? J'allais le faire. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont pris ces drogues qui parlent de cette ouverture. Par exemple, Henri Michaud. Je ne sais pas si vous connaissez Henri Michaud, c'est un poète français ou belge? Français, je crois. Français, ouais. Henri Michaud qui raconte dans ses ouvrages ses expériences d'ouverture. Il y en a un livre qui s'appelle « Connaissance par les gouffres ». Le titre est merveilleux, « Connaissance par les gouffres ». Et il raconte qu'un jour, il monte sur la terrasse de sa maison, donc ça devait être dans le sud, il prend de la mescaline, une bonne dose, la nuit, face au ciel étoilé, rien ne se passe au début, il est un peu déçu. Puis soudainement, alors là, c'est l'explosion, quoi. Et il devient un avec l'univers. Il dit « Le ciel m'entrait en moi, la Voie lactée entrait dans mon être, j'étais un avec la Voie lactée. » Donc c'est un moment d'ouverture totale. Sauf que ça ne dure pas, évidemment. Donc, quand l'effet de la drogue disparaît, il décrit une descente en enfer, en fait. Il se sent à nouveau pris dans son personnage. Et il parle de froid glacial, la mâchoire glaciale qui le... Voilà. Donc, voilà, ça peut être l'occasion aussi de découvrir cette présence. Moi, j'en ai jamais pris, à part le saumur et le chinon. Donc, voilà. Donc, ce retour à la maison, nous le connaissons, nous l'avons parfois emprunté, mais je dirais sans méthode, quoi, un peu par hasard. Voilà. Or, ce qu'a trouvé Douglas Harding, c'est une véritable pédagogie pour revenir dans notre maison.